Bonjour à tous, il est économiste de formation, a commencé sa carrière comme journaliste, ancien directeur de la rédaction de l'Humanité. Il a succédé en 2010 à Marie-Georges Buffet à la tête du Parti communiste français. Il est sénateur de Paris et préside par ailleurs le Parti de la gauche européenne. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Difficile ce week-end d'échapper au retour de Nicolas Sarkozy que vous avez regardé hier soir. Oui, je l'ai regardé. Comment l'avez-vous trouvé et que vous inspire ce retour? Égal à lui-même, c'est vraiment le roi des bonimenteurs, quoi. C'est-à-dire il n'a rien de... pas une seule idée nouvelle à vendre hier soir. Et il réussit quand même le tour de force d'essayer de se présenter comme un homme neuf. C'était qu'il avait changé, c'est qu'il arrivait en ayant tiré les leçons du passé. Ça ne vous a pas convaincu visiblement? Non, parce qu'on a retrouvé très vite son agressivité, cette manière de pratiquer l'auto-impunité comme s'il était responsable de rien, ni des comptes de son ancien parti, enfin de l'UMP, ni ses comptes de campagne, ni le bilan de sa politique. Et puis, en vérité, quand il s'est agi d'essayer de dire un ou deux mots sur la politique qui devrait être menée, on retombe sur les mêmes recettes, celles qu'il avait mises en œuvre au pouvoir, qui continuent d'ailleurs de se mettre en œuvre, la réduction des dépenses publiques, la présentation de l'Allemagne comme un modèle auquel il faudrait s'accrocher, enfin rien de neuf, quoi, rien de neuf. Est-ce que vous pensez, comme certains au Parti socialiste, que le retour de Nicolas Sarkozy est la meilleure nouvelle depuis longtemps pour François Hollande ? Écoutez, je ne sais pas. D'abord, on verra si Nicolas Sarkozy est au final le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Parce que là aussi, Nicolas Sarkozy fait, bon, moi ça ne me regarde pas directement, mais fait comme si ses adversaires dans la course à la présidentielle n'existaient pas. Il est tout seul, il est le roi sur Terre et le reste n'existe pas. Mais il semble quand même qu'il y ait un débat, donc on attendra de savoir d'abord s'il est le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Ça n'a pas l'air d'être définitivement réglé. La semaine dernière, les 10 députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale n'ont pas voté la confiance à Manuel Valls, contrairement aux députés écologistes qui s'étaient abstenus. Eux ont même voté contre la ligne défendue par le Premier ministre. Est-ce que ça veut dire que vous vous rangez résolument dans l'opposition aujourd'hui ? Oui, dans l'opposition à cette politique, c'est très clair. Tout simplement parce qu'elle mène à l'échec pour le pays et puis pour la gauche elle-même. Et le fait nouveau et marquant de ce vote de confiance, c'est qu'au-delà de notre vote contre, il y a eu un très grand nombre de députés socialistes et la totalité des députés écologistes qui se sont abstenus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Manuel Valls, François Hollande a parlé de clarification. La clarification, c'est que Manuel Valls, dans une assemblée qui compte 350 députés de gauche, n'arrive même pas à réunir 50% de l'Assemblée nationale, puisqu'il a fait 266 voix, alors que la majorité est à 289. Donc cette politique, elle est ostensiblement minoritaire parmi ceux-là même qui ont porté François Hollande à l'Élysée. Alors justement, ces derniers jours, vous avez dit que vous alliez vous employer à renforcer ce rassemblement pour une autre politique. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut s'attendre à une initiative avec les frondeurs du PS, avec les écologistes dans les semaines qui viennent? Dans les semaines qui viennent, le dialogue public avec les écologistes et avec les frondeurs du PS va continuer. Moi, je vais me rendre dans plusieurs initiatives de débat à leur invitation, comme je les avais d'ailleurs invités à la Fête de l'Humanité, ouais. Mais nous allons, en tout cas c'est notre ambition à nous, travailler à des propositions communes. Par exemple, on va vers le débat budgétaire, il faut qu'en matière de fiscalité, on avance, si possible, des propositions convergentes s'opposant aux propositions gouvernementales. Il faut protéger l'investissement public des collectivités locales. Ça veut dire qu'il faut porter des amendements pour empêcher les suppressions de crédits pour les collectivités locales. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous pouvons avancer des objectifs convergents. Donc on peut s'attendre, pendant le débat budgétaire, à ce qu'il y ait des initiatives associant écologistes, frondeurs du PS, et députés du Front de gauche. En tout cas, c'est mon souhait, parce que nous ne pouvons pas nous contenter de juxtaposer nos critiques sur le cap actuel du gouvernement. Il faut avancer des propositions communes. Pourquoi? Tout simplement parce que nous le disons les uns et les autres, même si nous avons des débats sur ces solutions, il y a une autre politique possible. Nous ne sommes pas condamnés à cet unique choix politique. D'ailleurs, le président de la République lui-même a dit des alternatives à ma politique peuvent exister. Le problème, c'est qu'il les a aussitôt caricaturées pour dire, vous voyez bien qu'elles n'ont aucune valeur. Eh bien, moi, je crois que nous devons faire la démonstration
qu'il y a des alternatives crédibles à cette politique et plus efficaces en matière de lutte contre le chômage. Alors, Pierre-Laurent, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes sénateur de Paris. Dimanche prochain ont lieu des élections sénatoriales qui vont renouveler une partie des sénateurs. Vous n'êtes pas concerné par ce renouvellement de sièges. Il y a aujourd'hui 20 sénateurs communistes. Combien sont concernés par les élections de dimanche et craignez-vous de perdre des sièges à l'issue? 5 des sénateurs de notre groupe sont concernés par le renouvellement. C'est une élection qui va être difficile puisque nous savons très bien que l'effet mécanique des élections municipales sur le corps des grands électeurs a dégradé le rapport de force en faveur de la droite. Donc c'est une élection difficile. Nous présentons nos propres candidats dans la quasi-totalité des départements renouvelables et j'espère que nous conserverons peut-être pas les 5, mais je pense 3 ou 4 de ces sénateurs, et donc que nous pourrons conserver un groupe qui ait une voix forte au Sénat. Quelques mots de la grève à Air France qui entame sa deuxième semaine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, comme certains, que ce mouvement est un mouvement de nantis visant à préserver leurs privilèges, ou est-ce que vous comprenez cette grève assez dure? Mais l'argument des nantis, on le sort aujourd'hui à l'égard des pilotes d'Air France, mais je rappelle qu'on a sorti le même argument à l'égard des cheminots au mois de juin dernier, et les cheminots n'ont pas du tout les salaires des pilotes d'Air France. Donc en vérité, ce qui est en cause dans ce conflit, c'est la progression continue des pratiques de low cost dont on sait qu'elles vont dégrader les conditions de travail des personnels et les conditions de voyage des usagers. Donc cette grève, après bien d'autres, pose une question d'intérêt public. Et elle ne concerne pas que les pilotes d'Air France. Les autres catégories sont concernées par l'avenir de la filiale Transavia. La stratégie low cost d'Air France, si on en croit ce que dit le président d'Air France, en tout cas, vise également à créer des emplois. Plusieurs centaines d'emplois seraient créés à la faveur de ce développement en Europe. Oui, ça doit vous satisfaire. C'est l'argument qu'on entend à chaque fois. Ce qu'on constate, c'est que le développement du trafic aérien se fait dans des conditions qui sont sans cesse dégradées pour les personnels et aussi pour les gens, une partie des gens qui voyagent, en tout cas ceux qui utilisent ces compagnies low cost. Donc c'est toujours des logiques de mise en concurrence qui se payent négativement du côté social. Et je crois que ceux qui portent cette question à travers l'avenir de la filiale Transavia ont raison de le faire. Merci beaucoup, Pierre-Laurent. À bientôt.